Il existe une forme particulière de trahison qui ne s'annonce pas. Elle n'arrive pas avec des cris ou des portes claquées. Elle se construit lentement, méthodiquement, comme un chirurgien construit sa carrière, avec précision, avec patience, avec la confiance tranquille de quelqu'un qui est convaincu de ne jamais être pris. Et ce qui rend cette trahison si dévastatrice, ce n'est pas le moment où on la découvre. C'est la réalisation de combien de temps elle se cachait en pleine lumière, portant le visage de quelqu'un qu'on aimait, assis en face de vous, à la table du dîner, chaque soir, pendant des années. Je veux vous raconter aujourd'hui l'histoire d'un homme qui pensait avoir construit la vie parfaite, et d'une femme qui a décidé, en silence, de la démonter pièce par pièce, avec une précision absolument implacable. Voici l'histoire du docteur Richard Calloway et d'Éléonore, et de tout ce qui arrive quand on sous-estime la mauvaise personne. Imaginez un instant que vous êtes debout dans une grande salle de réception. C'est décembre à Paris. Le genre de froid qui s'appuie contre les hautes fenêtres du Shangri-La pendant que 500 personnes, en tenue de soirée, circulent entre les tables à la lumière des bougies, une coupe de champagne à la main, les rires faciles de gens qui n'ont jamais regardé une facture avec anxiété, s'élevant jusqu'au lustre en cristal. C'est le gala annuel de bienfaisance de la Clinique Sainte-Hélène, la soirée sociale la plus importante du calendrier médical parisien. Et sur la scène, au fond de cette salle somptueuse, un homme est sur le point de recevoir le prix du chirurgien de l'année, la distinction la plus prestigieuse que son établissement puisse lui offrir. Cet homme, c'est le docteur Richard Calloway, chirurgien cardiothoracique, ancien interne des hôpitaux de Paris. 15 ans de mariage. Le genre de visage qu'on voit dans les brochures des cliniques privées. Il est dans les coulisses, il ajuste son nœud papillon, il répète mentalement la première phrase du discours d'acceptation qu'il peaufine dans sa tête depuis des semaines. Il est, à tous les égards visibles, un homme au sommet absolu de sa vie. Et quelque part dans cette salle, assise à une table près de l'estrade, se trouve sa femme, Éléonore. Une robe bleu nuit, les cheveux relevés. L'expression d'une femme qui assiste à une soirée agréable. Elle est sur le point de prendre ce microphone. Et elle est sur le point de le détruire. Mais pour comprendre ce qui se passe dans cette salle ce soir-là, pour comprendre pourquoi c'est si complet, si précis, si absolument sans pitié, il faut remonter en arrière. Il faut comprendre qui étaient ces gens avant ce gala. Il faut comprendre comment 15 années de mariage peuvent porter, juste à côté de l'amour et du rire et des photographies de famille, un mensonge de 10 ans d'une envergure presque incompréhensible. Alors remontons à Paris en 2009. Richard Calloway venait de terminer son internat en chirurgie cardiovasculaire à l'hôpital Lariboisière, l'un des programmes les plus compétitifs de France. Il avait 36 ans, une brillance technique indéniable et, de son propre aveu intérieur, une frustration sourde. Il avait le talent, il avait les diplômes. Ce qu'il n'avait pas, c'était le capital. La clinique privée qu'il imaginait, celle qui attirerait les patients les plus fortunés de Paris, celle qui ferait de lui non seulement un médecin respecté, mais un homme intouchable, cela exigeait de l'argent qu'il ne possédait pas. Sa famille était modeste, originaire de province. Son parcours en médecine avait été financé par des bourses, des prêts et des gardes de nuit à répétition. Il était exceptionnel dans ce qu'il faisait, il le savait, et cela rendait l'écart entre sa situation réelle et celle qu'il estimait méritée une sorte d'injustice personnelle. Éléonore de Hertford n'entra pas vraiment dans sa vie. Elle y apparut, presque par évidence, présentée lors d'une soirée hospitalière par une connaissance commune, souveraine d'une manière qu'il décrivit plus tard à un ami comme celle d'une femme qui avait depuis longtemps décidé exactement qui elle était et n'était plus intéressée par aucune autre version d'elle-même. Elle avait 32 ans, Sciences Po, puis HEC. Fille cadette de la famille de Hertford, une vieille fortune française, le genre qui ne s'affiche pas. Son grand-père avait construit une partie des immeubles haussmanniens qui bordent les grandes avenues. Sa mère présidait des conseils d'administration culturelle. Éléonore elle-même
gérait discrètement le patrimoine familial depuis la fin de la vingtaine, avec une rigueur qui rendait ses conseillers nerveux, dans le meilleur sens du terme. Elle était brillante, réservée, et, à la manière des gens très capables qui ont organisé leur vie avec grand soin, légèrement seule. Richard comprenait les gens. C'était l'un de ses vrais talents, distinct du don chirurgical, plus ancien que la carrière médicale. Il savait ce dont les gens avaient besoin pour se sentir vus, et il excellait à le leur offrir. Il n'aborda pas Éléonore comme un projet. Il l'aborda comme une curiosité, ce qui est bien plus efficace, et elle y répondit favorablement. Dès leur 4e conversation, elle lui confiait des choses qu'elle ne partageait pas habituellement avec quelqu'un qu'elle connaissait depuis moins d'1 an. Ils se marièrent en 2010. Une cérémonie au château familial en Bourgogne. Un quatuor à cordes, 200 invités, des fleurs dont le coût dépassait le salaire annuel de la plupart des gens. Et parce qu'Éléonore l'aimait, et parce qu'elle croyait, avec une conviction sincère, que son talent méritait la plateforme qu'on ne lui avait jamais donnée, elle fit ce que les de Hartford ont toujours fait avec les choses qu'ils jugent dignes d'un investissement. Elle le finança. 800 000 euros, acheminés discrètement par une fiducie familiale, utilisés pour bâtir la clientèle privée de Richard, couvrir 3 années de frais de structure avant que sa réputation puisse se soutenir d'elle-même, et accélérer tout ce qui aurait autrement nécessité encore une décennie d'efforts. Elle n'en parla jamais lors de disputes. Elle ne s'en servit jamais comme d'un levier. C'était simplement ce qu'on faisait pour quelqu'un qu'on avait choisi. C'était de l'amour, exprimé dans le langage dans lequel elle était la plus à l'aise. En 2015, Richard Calloway était l'un des chirurgiens cardiaques les plus réputés d'Île-de-France. Son nom était connu. Sa liste d'attente était longue. Son niveau de vie, extraordinaire. Et il était, à ce moment-là, depuis 2 ans, en train de vivre une liaison avec Sarah Novak. Sarah était l'infirmière coordinatrice du service de chirurgie cardiaque de la clinique Sainte-Hélène. 33 ans à l'époque où cela commença. Efficace, fiable, l'épine dorsale opérationnelle d'un service qui fonctionnait à la précision et ne pouvait pas se permettre d'erreur. Elle avait travaillé avec Richard pendant 4 ans avant que quelque chose change entre eux. Les récits de la manière dont cela commença sont, comme ces choses le sont toujours, d'une banalité désarmante. Des gardes longues, une intimité particulière. Un dîner à la cafétéria de la clinique qui dura 3 heures alors qu'il n'aurait dû durer que 45 minutes. Avez-vous jamais remarqué que les décisions les plus catastrophiques de la vie d'une personne ressemblent rarement à des décisions sur le moment? Elles ressemblent à quelque chose qui se produit simplement, comme la météo, comme un courant qu'on ne perçoit pas. Richard Calloway ne s'est pas assis un soir pour décider de détruire son mariage et sa carrière. Il y a glissé, pas à pas, chaque petit compromis, rendant le suivant moins significatif. Jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une vie si parfaitement séparée de la vie officielle que la maintenir exigeait la même énergie concentrée qu'il apportait au bloc opératoire. En 2016, la liaison était établie et pérenne. Et elle était devenue quelque chose de bien plus élaboré qu'une simple aventure. Richard loua un appartement dans le 16e arrondissement, un 3 pièces au 8e étage avec des fenêtres donnant sur la Seine et une vue sur les toits que Sarah décrivait à ses amis proches, sans jamais en préciser l'adresse, comme l'endroit le plus beau qu'elle ait jamais habité. Il structura le bail sous une société civile immobilière qu'il nomma Calvert Patrimoine SCI, constituée par un avocat fiscaliste qu'il rémunérait en espèces depuis un compte bancaire personnel qu'Éléonore ne connaissait pas. Le mardi et le jeudi soir, lorsqu'il disait à Éléonore qu'il terminait tard des visites ou qu'il participait à une réunion de service, il était dans cet appartement. Sarah cuisinait. Il y avait une vie, une réalité domestique parallèle, complète et autonome. Et comment la finançait-il? Comment un homme finance-t-il un 2e foyer, un appartement secret, des voyages, des dîners, des week-ends à Genève qui n'apparaissent sur aucun relevé de carte bancaire qu'Éléonore pourrait consulter? On prend lentement. On prend par des montants suffisamment petits pour se fondre dans le bruit d'un compte commun actif. Éléonore avait ouvert un compte courant familial,
généreux parce qu'elle l'était toujours, auquel Richard avait pleinement accès. Au fil du temps, les virements devinrent un système. 2 000 € ici, 1 500 là. Parfois dirigés directement vers la Calverte Patrimoine SCI. Parfois transitant par le compte personnel qu'il maintenait dans l'ombre. Sur 10 ans, avec patience et méthode, il déplaça l'équivalent de 430 000 € hors de leurs finances communes vers l'infrastructure d'une vie qu'il vivait sans elle. 430 000 €. De la femme qui lui en avait donné 800 000 pour construire la carrière avec laquelle il finançait désormais un secret avec quelqu'un d'autre. Éléonore ne savait rien. Elle lui faisait confiance sur la gestion du compte familial, de la même façon qu'on fait confiance à quelqu'un avec qui on a choisi de construire une vie. Elle gérait un patrimoine familial de 60 millions d'euros. Elle siégeait au conseil consultatif d'un hôpital pédiatrique. Elle avait 1000 choses à suivre, et le compte courant ménager était le domaine de Richard. Elle n'avait aucune raison de vérifier, aucune raison de soupçonner. Le mariage n'était pas une performance de bonheur. Ils étaient, dans la grande majorité des jours ordinaires, un couple fonctionnel et affectueux. Ils voyageaient ensemble. Ils recevaient des amis. Ils avaient l'appartement du 7e arrondissement et les projets estivaux dans leur maison du Luberon. Et la complicité naturelle de deux personnes qui se connaissent depuis assez longtemps pour terminer les phrases l'une de l'autre. C'est ce qui rendait le mois de mars 2023 si discrètement catastrophique. C'était un mardi. Richard était à la clinique. Éléonore travaillait à la maison, rassemblant des documents pour la revue financière annuelle avec le gestionnaire de patrimoine familial. L'imprimante de la maison se trouvait dans le bureau de Richard. Elle alla recharger le papier. Dans le bac de sortie, déjà imprimé, déjà posé là, se trouvait un courriel. Richard avait visiblement imprimé depuis son ordinateur portable. Un appel téléphonique l'avait interrompu, apparemment, et il était simplement sorti de la pièce en le laissant là. L'email venait de Sarah. L'objet était « Ce week-end ?» Le corps du message était bref, chaleureux, familier d'une façon qu'on ne pouvait absolument pas mal interpréter. Elle mentionnait l'appartement, elle l'appelait chez nous. Elle évoquait un anniversaire qu'ils avaient apparemment fêté le mois précédent. Elle terminait avec son initiale et 3 petits X. Éléonore le lut une fois. Elle posa la feuille face contre le bureau. Elle retourna dans son bureau. Elle ferma la porte. Voilà la partie de cette histoire que je trouve la plus extraordinaire. Pas la trahison. La trahison, pour toute sa laideur, est malheureusement banale. Ce qui n'est pas, c'est ce qu'Éléonore de Hartford Callaway fit ensuite. La plupart des gens, dans ce moment, et ce n'est pas une critique, c'est simplement humain, la plupart des gens s'effondrent. Ils pleurent, ou ils entrent dans une rage, où ils appellent leur sœur, où ils confrontent leur conjoint dès qu'il franchit la porte, propulsé par un chagrin qui ne peut pas attendre. Éléonore ne fit rien de tout cela. Elle ouvrit son ordinateur, elle créa un nouveau disque chiffré, et elle commença, avec la patience méticuleuse de quelqu'un qui gère des structures financières complexes depuis 2 décennies, à tout documenter. En moins de 48 heures, elle avait mandaté un détective privé recommandé par un avocat qu'elle connaissait en dehors de tout cercle commun avec Richard. En moins d'une semaine, elle avait autorisé un audit comptable judiciaire confié à un expert comptable qu'elle avait sollicité des années auparavant pour une affaire familiale distincte, quelqu'un que Richard n'avait jamais rencontré. Elle ne dit rien à Richard. Elle prépara les dîners. Elle l'accompagna à une soirée de gala. Elle l'écouta parler de ses patients et de ses interventions lors des repas en semaine, et elle ne laissa rien paraître. Le tableau légal et financier se constitua sur 6 semaines. La SCI, l'appartement du 16e, le compte personnel dissimulé, les virements systématiques remontant à près d'une décennie. Les frais d'hôtel à Genève correspondant, date pour date, à des congrès médicaux que Richard prétendait fréquenter annuellement,
mais auquel il n'avait, selon les listes d'enregistrement officielles de ces événements, jamais participé. Le détective privé produisit un dossier de rencontre documenté, des photographies, une chronologie précise. Éléonore rassembla tout cela. Elle l'organisa en un document que son avocat décrivit plus tard comme le dossier de divulgation financière le plus complet qu'il ait reçu en 30 ans de droit de la famille. Et puis, elle passa un coup de téléphone. Non pas à un avocat spécialisé en divorce, à son gestionnaire d'investissement. Voici quelque chose qu'il faut comprendre à propos d'Éléonore de Hartford. La famille de Hartford détenait une participation minoritaire dans la clinique Sainte-Hélène depuis 2011. 14%, acquis discrètement dans le cadre d'un portefeuille de santé privé plus large, l'une de dizaines de lignes, jamais évoquées lors des dîners en société. Éléonore le savait parce qu'elle gérait ce portefeuille. Ce qu'elle savait également, parce qu'elle avait fait attention, parce qu'Éléonore fait toujours attention, c'est que l'actionnaire majoritaire de la clinique, un fonds de capital investissement luxembourgeois appelé Meridian Health Partners, explorait discrètement une sortie. La clinique était rentable, mais nécessitait d'importants réinvestissements en capital. Il cherchait un acquéreur, discrètement, sans annonce publique. Éléonore était au courant depuis 4 mois. Elle avait rangé cette information, comme elle rangeait tout, dans la partie de son esprit réservée aux choses susceptibles de devenir utiles. Par le biais d'une structure d'investissement nouvellement créée, un fonds logé dans une fondation de droit suisse, constitué par des juristes sans aucun lien avec son identité publiquement connue, Éléonore engagea des discussions d'acquisition avec Meridian Health Partners. Le fonds s'appelait Aldgate Capital Partners. Aucun nom de Hartford n'apparaissait dans aucun document. Rien ne pouvait la relier à lui. Les négociations furent conclues en novembre 2023. Aldgate Capital Partners acquit 53% de la clinique Sainte-Hélène. Éléonore de Hartford Calloway était, par une structure que son mari n'avait jamais entendu mentionner, l'actionnaire majoritaire de la clinique privée où il travaillait. Où Sarah travaillait, où il avait bâti la réputation qui constituait désormais la seule chose significative entre lui et le désastre. Il allait travailler chaque jour. Il effectuait des interventions chirurgicales. Il assistait aux réunions de service. Il acceptait l'admiration de ses collègues. Il dînait dans l'appartement du 16e le mardi et le jeudi soir. Il n'avait aucune idée de rien. Le 14 décembre 2023, le Shangri-La, Paris. La salle de réception était exactement ce qu'elle avait toujours été. Somptueuse, lumineuse, dégageant cette assurance particulière d'une salle remplie de gens habitués à fréquenter ce genre d'endroit. Éléonore arriva à l'heure. Sa robe était bleu nuit, structurée, élégante. Elle trouva sa table. Elle salua des connaissances. Elle était agréable, posée, et, pour quiconque l'observait, simplement l'épouse accomplie du lauréat de la soirée. Richard fit le tour des tables. Il était animé, satisfait, de cette façon qu'ont les hommes quand ils sont sur le point d'être publiquement reconnus pour quelque chose qu'ils ont génuinement accompli. Son talent chirurgical était réel. Quoi qu'on pense d'ailleurs de Richard Calloway, il était doué dans un bloc opératoire. Ses collègues l'admiraient. Ce soir était une célébration de cela. Le dîner suivit son cours. Le directeur général de la clinique, un homme du nom de Garrett Walsh, prit la parole en introduction. 3 prix préliminaires furent remis. Puis, Garrett retourna au pupitre pour ce que tout le monde pensait être une présentation habituelle. Il dit « Avant de passer au prix principal de ce soir, j'ai été prié de faire une brève annonce concernant la structure actionnariale de la clinique Sainte-Hélène. Depuis le mois dernier, notre conseil d'administration a accueilli un nouvel actionnaire majoritaire. J'aimerais inviter notre nouvel actionnaire majoritaire à nous rejoindre au pupitre. Mesdames et messieurs,
Éléonore de Hartford Calloway. Les applaudissements furent polis, curieux. 500 personnes regardant une femme qu'elle connaissait principalement comme l'épouse de Richard Calloway marcher vers le microphone d'une clinique dont elle venait d'apprendre qu'elle en était désormais propriétaire. Richard, depuis sa position près de l'estrade, avait pris la couleur du marbre ancien. Éléonore remercia Garrett. Elle dit quelques mots sur l'attachement de longue date de sa famille à la médecine privée en France. Elle était chaleureuse, précise et brève. Et puis elle dit « Avant de remettre le prix principal de ce soir, il est une question de responsabilité institutionnelle que je dois aborder. En tant qu'actionnaire majoritaire de cet établissement, je prends très au sérieux nos obligations, envers nos patients, envers notre personnel et envers l'intégrité de cette institution. J'ai autorisé un audit judiciaire indépendant portant sur certaines irrégularités financières qui ont été portées à ma connaissance. Les conclusions sont significatives. Je transmettrai la documentation complète aux autorités compétentes demain matin. » La salle se figea. Le silence particulier de 500 personnes réalisant simultanément que quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire. Ces irrégularités, poursuivit Éléonore, la voix entièrement stable, impliquent un détournement systématique de fonds sur une période d'environ 10 ans, utilisé pour financer un logement privé et entretenir une relation personnelle entre deux membres de notre personnel. Elle tendit la main sous le pupitre. Elle y avait placé 3 enveloppes avant le dîner. J'exerce ce soir ma prérogative d'actionnaire majoritaire pour mettre fin au contrat de travail du Dr Richard Calloway et de l'infirmière coordinatrice Sarah Novak, avec effet immédiat. Les ressources humaines ont été notifiées. La sécurité facilitera leur sortie de l'établissement. Elle se tourna. Richard s'était levé. Sa chaise avait raclé le parquet. Sa bouche était entr'ouverte. Elle le regarda depuis l'estrade, à travers 15 ans, à travers les 800 000 €, à travers les 430 000, à travers 10 années de mardi et de jeudi, et elle lui tendit la 3e enveloppe. Richard. Voici vos papiers de divorce. Ils ont déjà été déposés au tribunal. Mon avocat prendra contact avec le vôtre. Elle posa les 3 enveloppes sur le pupitre. Elle leva les yeux vers 500 personnes et dit « Je vous remercie. Passez une excellente soirée. » Et elle descendit de cette estrade sans se retourner une seule fois. Le silence qui suivit dura approximativement 4 secondes. Puis la salle explosa dans un bruit que les témoins décrivirent plus tard comme quelque chose entre un souffle coupé collectif et un grondement. Le dossier financier qu'Éléonore remit le lendemain matin ne nécessita que peu d'investigations complémentaires. Les enquêteurs notèrent, dans un langage contenant ce qui ressemblait à de l'admiration professionnelle, que la documentation était parmi les plus complètes qu'ils aient jamais reçues. Chaque virement, chaque document de constitution de SCI, chaque bail, chaque reçu d'hôtel. 10 ans, organisé avec la précision d'une femme qui avait passé 2 décennies à rendre les choses complexes parfaitement claires. Richard fut mis en examen pour abus de confiance et détournement de fonds au sein du patrimoine conjugal. Ses avocats étaient compétents et bien rémunérés. Le Conseil national de l'Ordre des médecins ne jugea pas utile d'attendre la résolution pénale. Sa licence d'exercice fut suspendue, puis définitivement révoquée. Sans son droit d'exercer, sans salaire, sans l'institution qui constituait l'armature de son identité. Richard Calloway découvrit quelque chose qu'il avait peut-être toujours su, sans jamais vraiment y réfléchir, que pratiquement tout ce qu'il possédait découlait d'Éléonore. Le talent était le sien, le reste avait été construit sur ses fondations, et elle venait simplement de les reprendre. Sarah Novak quitta Paris en moins de 2 mois après le gala. Elle accepta un poste dans une clinique en Suisse. Richard lui envoya une série de messages, restés sans réponse dans les semaines qui suivirent le 14 décembre. Ils font partie du dossier judiciaire public. Le divorce fut finalisé 18 mois plus tard. Éléonore conserva ses parts dans la clinique Sainte-Hélène. Elle conserva l'appartement du 7e arrondissement.
Elle conserva l'intégralité de son patrimoine familial, intact. Les tribunaux ordonnèrent la restitution des sommes détournées, et elle récupéra la grande majorité de ce qui lui avait été pris. Le reste, elle le considéra comme le prix de la clarté, le coût de l'apprentissage, définitif et complet, de ce aux côtés de quoi elle avait vécu. On demande parfois ce qu'Éléonore a ressenti en sortant de cette salle de réception. Je crois que la réponse honnête est que je ne sais pas, et je ne suis pas certaine que quiconque le sache vraiment. Il n'existe aucune version de cette histoire dans laquelle 15 années de mariage auraient été purement fictives, dans laquelle une partie de ce qu'elle avait cru n'était pas réelle, dans laquelle le deuil n'était pas lui aussi réel. Ces choses coexistent d'une façon profondément inconfortable à reconnaître. Mais je crois qu'elle a ressenti autre chose également. Je crois qu'elle a ressenti cette clarté particulière qui vient d'avoir été, au moment où cela comptait le plus, complètement et exactement soi-même. Elle n'avait pas paniqué. Elle n'avait pas réagi sous l'emprise de la douleur. Elle avait fait ce qu'Éléonore de Hertford avait toujours fait. Elle avait évalué, organisé et exécuté avec une précision que personne dans cette salle n'oublierait jamais. Richard avait passé 10 ans à commettre une erreur de calcul fondamentale. Il avait regardé une femme qui avait financé ses débuts, qui lui avait fait confiance avec son argent et sa loyauté, et 15 ans de sa vie. Et il avait décidé, consciemment ou non, qu'elle était une cible facile, que sa générosité était une vulnérabilité, qu'il pouvait construire quelque chose de secret et de durable, juste à côté de tout ce qu'elle lui avait offert. Il avait tort. Sur absolument tout. L'erreur la plus coûteuse qu'on puisse commettre envers quelqu'un est de confondre sa générosité avec sa limite. Éléonore de Hertford observait, calculait et attendait. Non pas parce qu'elle planifiait de s'en servir, mais parce que c'est simplement qui elle est. Et quand le moment fut venu, elle était prête d'une façon qu'il n'avait jamais vue venir, parce qu'il ne lui avait jamais traversé l'esprit que quelqu'un qu'il aimait pouvait aussi être, simultanément, l'adversaire le plus redoutable qu'il affronterait jamais. Il y a une leçon dans cette histoire, si vous en voulez une, bien que je vous laisse décider laquelle. Peut-être est-ce sur la nature de la confiance et la façon catastrophique dont elle peut être mal placée. Peut-être est-ce sur l'arrogance particulière de ceux qui confondent la patience de ceux qui les aiment avec une permission tacite. Ou peut-être est-ce plus simple que tout cela. Peut-être que c'est simplement ceci. Faites attention à qui vous sous-estimez. Faites très très attention à qui vous sous-estimez.